Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Les pensionnaires, internes et externes, arrivèrent les uns après les autres, en se souhaitant mutuellement le bonjour, et se disant de ces riens qui constituent chez certaines classes parisiennes un esprit drôlatique dans lequel la bêtise entre comme l'élément principal et dont le mérite consiste particulièrement dans le geste ou la prononciation. Cette espèce d'argot varie continuellement. La plaisanterie, qui en est le principe, n'a jamais un mois d'existence. Un événement politique, un procès en cour d'assises, une chanson des rues, les farces d'un acteur, tout sert à entretenir ce jeu d'esprit qui consiste surtout à prendre les idées et les mots comme des volants et à se les renvoyer sur des raquettes. La récente invention du diorama qui portait l'illusion de l'optique à un plus haut degré que dans les panoramas avait amené dans quelques ateliers de peinture la plaisanterie de parler en rama, espèce de charge qu'un jeune peintre, habitué de la pension Vauquer, y avait inoculée. « Eh bien, monsieur Poiret, dit l'employé au muséum, comment va cette petite Santérama ?» Puis, sans attendre sa réponse, « Mesdames, vous avez du chagrin, dit-il à Madame Couture et à Victorine. Allons-nous dîner ?» s'écria Horace Bianchon, un étudiant en médecine, ami de Rastignac. « Ma petite estomac est descendu usque ad talones. » Il fait un fameux froidorama, dit Vautrin. Dérangez-vous donc, Père Goriot, que diable, votre pied prend toute la gueule du poil. Illustre monsieur Vautrin, dit Bianchon, pourquoi dites-vous froidorama? Il y a une faute, c'est froidorama. Non, dit l'employé du muséum, c'est froidorama, par la règle, j'ai froid aux pieds. Ha ha! Voici son Excellence le marquis de Rastignac, docteur en droit travers, s'écria Bianchon, en saisissant Eugène par le cou et en le serrant de manière à l'étouffer. Ohé les autres, ohé! Mademoiselle Michonneau entra doucement, salua les convives sans rien dire, et s'alla placer près des trois femmes. Elle me fait toujours grelotter, cette vieille chauve-souris, dit à voix basse Bianchon à Vautrin en montrant mademoiselle Michonneau. Moi qui étudie le système de Galles, je lui trouve des bosses de Judas. Monsieur l'a connu, dit Vautrin. Qui ne l'a pas rencontré, répondit Bianchon. Ma parole d'honneur, cette vieille fille blanche me fait l'effet de ces longs vers qui finissent par ronger une poutre. Voilà ce que c'est, jeune homme, dit le quadragénaire en peignant ses favoris. Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Ha ha, voici une fameuse souporama, dit Poiret en voyant Christophe qui entrait en tenant respectueusement le potage. Pardonnez-moi, monsieur, dit madame Vauquer, c'est une soupe aux choux. Tous les jeunes gens éclatèrent de rire. Enfoncez, Poiret. Poiret enfoncé. Marquez 2 points à maman Vauquer, dit Vautrin. Quelqu'un a-t-il fait attention au brouillard de ce matin, dit l'employé. C'était, dit Bianchon, un brouillard frénétique et sans exemple, un brouillard lugubre, mélancolique, vert, poussif, un brouillard Goriot. Goriorama, dit le peintre, parce qu'on y voyait goutte. Eh, milord Garriot, il être questionne des vosses. Assis au bas bout de la table, près de la porte par laquelle on servait, le père Goriot leva la tête en flairant un morceau de pain qu'il avait sous sa serviette, par une vieille habitude commerciale qui reparaissait quelquefois. Eh bien, lui cria aigrement madame Vauquer d'une voix qui domina le bruit des cuillères, des assiettes et des voix. Est-ce que vous ne trouvez pas le pain bon? Au contraire, madame, répondit-il, il est fait avec de la farine d'Étampes, première qualité. À quoi voyez-vous cela? Lui dit Eugène. À la blancheur, au goût. Au goût du nez, puisque vous le sentez, dit madame Vauquer.
Vous devenez si économe que vous finirez par trouver le moyen de vous nourrir en humant l'air de la cuisine. Prenez alors un brevet d'invention, cria l'employé au muséum. Vous ferez une belle fortune. Laissez donc, il fait ça pour nous persuader qu'il a été vermicelier, dit le peintre. Votre nez est donc une cornue, demanda encore l'employé au muséum. Cor quoi, fit Bianchon? Cornouille, cornemuse, cornaline, corniche, cornichon, corbeau, cornac, cornorama. Ces 8 réponses partirent de tous les côtés de la salle avec la rapidité d'un feu de fil et prêtèrent d'autant plus à rire que le pauvre père Goriot regardait les convives d'un air niais, comme un homme qui tâche de comprendre une langue étrangère. Corps, dit-il à Vautrin qui se trouvait près de lui. Corps aux pieds, mon vieux, dit Vautrin, en enfonçant le chapeau du père Goriot par une tape qu'il lui appliqua sur la tête et qui le lui fit descendre jusqu'aux yeux. Le pauvre vieillard, stupéfait de cette brusque attaque, resta pendant un moment immobile. Christophe emporta l'assiette du bonhomme, croyant qu'il avait fini sa soupe, en sorte que quand Goriot, après avoir relevé son chapeau, prit sa cuillère, il frappa sur la table. Tous les convives éclatèrent de rire. « Monsieur, dit le vieillard, vous êtes un mauvais plaisant, et si vous vous permettez encore de me donner de pareils renforcements… »« Eh bien quoi, papa ?» dit Vautrin en l'interrompant. « Eh bien, vous payerez cela bien cher quelque jour. »« En enfer, pas vrai, dit le peintre, dans ce petit coin noir où l'on met les enfants méchants. »« Eh bien, mademoiselle, dit Vautrin à Victorine, vous ne mangez pas? Le papa s'est donc montré récalcitrant? »« Une horreur, dit madame Couture. »« Il faut le mettre à la raison, dit Vautrin. »« Mais, dit Rastignac, qui se trouvait assez près de Bianchon, mademoiselle pourrait intenter un procès sur la question des aliments, puisqu'elle ne mange pas. Voyez comme le père Goriot examine mademoiselle Victorine. » Le vieillard oubliait de manger pour contempler la pauvre jeune fille dans les traits de laquelle éclatait une douleur vraie, la douleur de l'enfant méconnu qui aime son père. « Mon cher, dit Eugène à voix basse, nous nous sommes trompés sur le père Goriot. Ce n'est ni un imbécile, ni un homme sans nerfs. Applique-lui ton système de Galles, et dis-moi ce que tu en penseras. Je lui ai vu cette nuit tordre un plat de vermeil comme si c'eût été de la cire, et dans ce moment l'air de son visage trahit des sentiments extraordinaires. Sa vie me paraît être trop mystérieuse pour ne pas valoir la peine d'être étudiée. Oui, Bianchon, tu as beau rire, je ne plaisante pas. Cet homme est un fait médical, dit Bianchon. D'accord. S'il veut, je le dissèque. Non, tâte-lui la tête. Ah, bien sa bêtise est peut-être contagieuse. Le lendemain, Rastignac s'habilla fort élégamment et alla vers 3 heures de l'après-midi chez madame de Restaud, en se livrant pendant la route à ces espérances étourdiment folles qui rendent la vie des jeunes gens si belle d'émotion. Il ne calcule alors ni les obstacles, ni les dangers. Ils voient en tout le succès, poétisent leur existence par le seul jeu de leur imagination, et se font malheureux ou tristes par le renversement de projets qui ne vivaient encore que dans leurs désirs effrénés. S'ils n'étaient pas ignorants et timides, le monde social serait impossible. Eugène marchait avec 1000 précautions pour ne se point crotter. Mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait à madame de Restaud. Il s'approvisionnait d'esprit. Il inventait des réparties d'une conversation imaginaire. Il préparait ses mots fins, ses phrases à la Talleyrand, en supposant de petites circonstances favorables à la déclaration sur laquelle il fondait son avenir. Il se crotta, l'étudiant. Il fut forcé de faire cirer ses bottes et brosser son pantalon au Palais-Royal. Si j'étais riche, se dit-il en changeant une pièce de 30 sous qu'il avait prise en cas de malheur, je serais allé en voiture, j'aurais pu penser à mon aise. Enfin, il arriva rue du Helder et demanda la comtesse de Restaud. Avec la rage froide d'un homme sûr de triompher un jour, il reçut le coup d'œil méprisant des gens qu'il avait vus traversant la cour à pied sans avoir entendu le bruit d'une voiture à la porte.
Ce coup d'œil lui fut d'autant plus sensible qu'il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour, où piaffait un beau cheval richement attelé à l'un de ces cabriolets pimpants, qui affichent le luxe d'une existence dissipatrice et sous-entendent l'habitude de toutes les félicités parisiennes. Il se mit à lui tout seul de mauvaise humeur. Les tiroirs ouverts dans son cerveau et qui comptaient trouver plein d'esprit se fermèrent. Il devint stupide. En attendant la réponse de la comtesse à laquelle un valet de chambre allait dire les noms du visiteur, Eugène se posa sur un seul pied devant une croisée de l'antichambre, s'appuya le coude sur une espagnolette et regarda machinalement dans la cour. Il trouva le temps long. Il s'en serait allé s'il n'avait pas été doué de cette ténacité méridionale qui enfante des prodiges quand elle va en ligne droite. Monsieur, dit le valet de chambre, madame est dans son boudoir et fort occupée. Elle ne m'a pas répondu, mais si monsieur veut passer au salon, il y a déjà quelqu'un.